Alors bonjour et bienvenue sur ce podcast numéro 1. Chaque mois dans la newsletter, je pose un sujet et sur ce sujet, je reçois en fait des messages audio où les gens ont quelque chose à dire, soit par une expérience personnelle, soit par une question sur un événement personnel qui serait autour de ce sujet-là. Soit quelque chose qui pourrait être inspiré directement par ce sujet. Donc pour ce numéro 1, j'ai décidé de partir sur le thème de s'autoriser le changement. C'est donc Clémentine qui m'a proposé un message que je vais découvrir donc en direct avec vous. Et je vais essayer donc de voir comment on peut explorer le sujet à travers le message de Clémentine et d'essayer d'ouvrir suffisamment le sujet pour que ça puisse parler à un plus grand nombre. L'idée est bien entendu d'apporter un éclairage différent à travers une expérience personnelle. Donc voilà, c'est parti, on écoute donc le message de Clémentine. Salut Christophe. Alors moi, la situation qui m'a demandé de faire preuve d'autorité sur moi-même, c'est une situation où j'ai dû m'autoriser à quitter un engagement. Ça a été très très difficile parce que je ne l'avais même pas en conscience, le droit de quitter. Je ne m'autorisais même pas à ouvrir la possibilité de quitter cet engagement. Je vis dans un camion aménagé avec ma sœur, on a toutes les deux investi dedans, c'est notre maison officielle, on n'a pas d'autre endroit. Et il y avait donc deux raisons qui m'empêchaient de contacter cette autorité. La première, la fidélité à la famille, parce que je ne m'imaginais pas abandonner, entre guillemets, ma sœur avec un poids lourd toute seule, alors qu'on s'était engagés toutes les deux dans cette aventure. Ça a impliqué un soutien moral, ça a impliqué beaucoup de choses. Et la deuxième raison, c'est un aspect financier, puisque je n'ai pas les moyens de vivre autrement. Et donc cet aspect financier, il a bloqué énormément ma capacité de me poser les bonnes questions ou de m'autoriser à partir. Puisque même si à chaque fois, vers la fin, je commençais à me dire « oui, bon bah là, on manque vraiment d'espace, il faudrait autre chose », le fait que tout de suite le manque arrive, que tout de suite les questions financières arrivent et me disent « non mais de toute façon, tu n'as que ça, tu ne peux pas faire autrement », eh bien je balayais la possibilité de contacter mes réels besoins. Donc voilà, il y a le phénomène de saturation qui a en fait poussé ce contact à mon autorité intérieure, parce qu'au bout d'un moment, le corps, j'ai senti, il a encaissé toutes les questions que je n'osais pas me poser. Et il l'a tellement encaissé que j'ai pris un soin et à peine j'ai commencé à en parler avec le thérapeute que j'ai explosé en larmes et que je me suis autorisée, parce qu'il m'a autorisée à le penser, de quitter le camion. Donc voilà, je dirais que les deux choses qui m'ont permis de contacter mon autorité, c'est la saturation corporelle et l'aide d'un thérapeute. Voilà pour mon expérience. Merci beaucoup, bisous. Alors, merci Clémentine de ce message. J'ai pris des notes en fait, j'ai mis des mots qui popaient comme ça au fur et à mesure de l'écoute. Et je vais essayer de revenir dessus, donc à chaud, déjà pour essayer de comprendre avec mon propre prisme ce que tu nous offres là dans ton expérience. Et comment je pourrais creuser de mon côté pour essayer de comprendre aussi d'autres mécaniques qui sont en jeu. Qu'est-ce que ça veut dire déjà chez toi l'engagement ? L'engagement, en tout cas tel qu'il était posé avant que tu fasses sauter cette autorité extérieure et que tu reprennes la tienne, c'est que l'engagement, c'est quelque chose qui est dans ton système et pour beaucoup, qui est un peu ad vitam aeternam. Et comme si, une fois qu'on s'engage à quelque chose, on doit le vider de sa matière, on doit le voir mourir devant nous pour dire « Ok, je peux partir ». Sauf que là, tu parles d'une expérience quand même qui fait intervenir ton moyen de subsistance et la relation avec ta sœur. Donc dans l'idée, difficile d'aller jusqu'à
voir mourir symboliquement l'expérience pour pouvoir se permettre de renaître ailleurs. Donc il fallait réagir autrement. Donc toi, dans ton cas, ça a été le soutien en fait de quelqu'un qui t'a donné la possibilité d'exprimer quelque chose. Mais je reviens sur cette histoire d'engagement. Ça veut dire que tant que dans ton cas, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, tant que pendant que l'engagement est pris, on se dit tant que c'est pas mort, je dois rester là. Donc l'idée c'est d'aller vider la moelle, de rester jusqu'à se dire ok, il n'y a plus de solution autre. Maintenant je suis obligé de reconnaître que ça doit changer, que l'autorité doit changer, comme si de laisser partir celui qui a autorité, de laisser partir la chose qui a autorité sur nous, et de se retrouver tout seul face à soi-même, face à la situation, et de se dire en fait plus personne va décider pour moi, donc du coup à ce moment-là je m'autorise de fait à changer, à prendre de nouvelles décisions, à changer les choses. Donc je pense que ça c'est un mécanisme qu'on rencontre tous. Ça veut dire qu'on attend d'être au bord du précipice, donc symboliquement au bord de quelque chose qui va mourir, en tout cas d'être face à la mort symbolique, pour pouvoir se dire ok, là il y a peut-être d'autres possibilités que d'absolument rencontrer une mort symbolique. Donc ça je pense que c'est une mécanique assez classique. Maintenant pourquoi je ne sais pas, en tout cas là dans ton cas ça avait l'air d'être présent, et je me retrouve aussi dans cette mécanique. Comme si c'était, après tu parlais d'un droit, donc est-ce que c'est un droit de quitter un engagement? Si je me pose sur ton mécanisme à toi, tout toi sait que tu as le droit de quitter un engagement, mais il y a quelque chose au-dessus de toi qui dit non, tu t'es engagé comme un samouraï, tu t'es engagé, c'est ad vitam aeternam, tu ne peux pas revenir sur ce droit, puisque si tu le fais, tu vas bafouer quelque chose, tu vas te bafouer toi-même. Il y a quelque chose autour du code de l'honneur en fait. Donc c'est très samouraï en fait dans ta démarche, et là pour le coup je pense qu'on est pas mal dans cette démarche, je m'y retrouve aussi. Donc il y a bien quelque chose qui, si on écoute l'individu, si on t'écoute toi profondément, ce droit tu le connais, tu sais en user, mais dans certaines situations tu ne l'uses pas, tu n'utilises pas, parce que quelque chose d'autre s'est posé dessus. Et là c'est intéressant parce que juste après tu parles de la notion de fidélité, de la fidélité familiale. Donc ce qui est facile à comprendre en soi, c'est que tu t'es engagé avec ta sœur, donc du coup il est hors de question de quitter le navire alors que le navire vous êtes rentrés à deux dessus. Donc l'engagement, on peut comprendre qu'il est validé aussi de cette manière-là, mais c'est cette notion de fidélité qui m'intéresse. Dans ton cas en fait, si je vais chercher un peu plus loin sur ce que veut dire la fidélité chez toi, il y a la notion en fait de l'amour pur, dans le sens où l'amour est profondément unique, pur, et d'une certaine manière il ne peut pas être multiple. Donc je vais m'expliquer un peu. C'est que le principe qui est simple peut-être à saisir, c'est que une fois qu'on est engagé, ça va avec, une fois qu'on est engagé, on est marié, et le mariage c'est a priori pour toute la vie. Dans ton mécanisme, c'est ça qui est posé plus haut, c'est l'autorité qui est presque liée au mariage. Ça m'étonnerait pas, hein. Après, pour te connaître un peu, je peux imaginer que la notion du mariage t'est vraiment très étrangère, mais ce qui est intéressant, c'est que quand même tu le laisses œuvrer, c'est-à-dire que cette autorité tu la laisses œuvrer sur toi, et tu mets en retrait ta propre autorité en fait, pour laisser cette autorité œuvrer à ta place. Donc ça veut bien dire que quelque part cette valeur, peut-être valeur culturelle, pèse encore sur toi. Donc en gros que l'amour est pur et qu'il n'existe qu'une fois et qu'on doit s'engager à vie. Donc après, là en l'occurrence dans un contexte plus familial, donc on peut facilement faire le lien que l'amour familial, l'amour au sein du couple ou d'une cellule couple qui va devenir famille est très important, dans le sens où cette fidélité
est directement lié à l'engagement et à la qualité de l'amour que tu t'es autorisé à rencontrer et dont tu fais l'expérience. Donc j'ai envie de dire en fait que dans cette notion d'engagement, il y a un poids extérieur qui vient décider à ta place de ce qui est pur ou ce qui ne l'est pas. Et j'entends bien dans ta manière d'accuser réception en fait de cette chose obsolète à travers la révélation que tu as eue avec ce thérapeute, c'est de dire mais en fait j'ai le droit de ne plus aimer et d'aimer quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment ça que ça m'a renvoyé. J'ai eu l'impression que tu avais dépassé toute la tristesse de se rendre compte de ne pas avoir été capable d'aimer suffisamment et donc de quitter ce navire, cette relation, parce que c'est pas qu'une relation à ta sœur, c'est la relation au camion, c'est la relation à une idée, c'est tout ça et en fait est comme un espèce de gros mariage qui a par défaut, c'est-à-dire que si on doit mettre à jour quelque chose dans ton système, c'est que le mariage n'est pas pour la vie. Le mariage, il est là juste pour faire une expérience de quelque chose. Et toi, tu avais besoin de faire une expérience et t'en arrivais au bout et il fallait reprendre cette autorité sur le fait que oui, cette expérience est arrivée au bout et ça ne remet pas en doute la qualité de l'amour que j'ai à offrir. Donc l'amour que tu as à offrir à ta sœur, que tu as à offrir à ce mode de vie, que tu as à offrir à toi-même à travers ce mode de vie. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est tout est lié à la qualité de l'amour que tu portes à l'autre et à toi. Et toute cette notion de pureté qui a l'air de bien t'emmerder et cette espèce d'injonction qui est du fait de une fois que t'es engagé dans ce truc-là, tu ne peux plus le quitter parce que c'est comme si en fait tu bafouais des règles divines quelque part. Donc l'amour et c'est pour ça que je parle d'amour pur, il y a quelque chose un peu divin dans l'idée derrière. Donc voilà, donc ça m'intéressait quand tu parlais de fidélité parce que tout ça a résonné vraiment sur la qualité de l'amour, sur la pureté de l'amour. Et après t'es parti sur l'aspect financier et on est passé sur un autre mode. Alors je vais essayer de me reposer sur ce que tu disais dans l'aspect financier. C'est est-ce que je vais être soutenu? Ça veut dire que j'ai le droit de dire je ne t'aime plus. Ou je ne veux plus de cette expérience, d'une certaine manière c'est presque un refus de s'engager davantage, mais il faut assumer derrière, dans le sens où dire à quelqu'un que je ne l'aime plus, c'est quelque chose de très difficile, de très engageant pour le coup, autant engageant que de prime abord, ça veut dire s'engager dans cet amour, presque de le purger, de l'utiliser jusqu'à la fin et après de dire ok, l'expérience est finie, j'arrête là. L'aspect financier vient juste après pour dire ok, est-ce que tu es en capacité de pouvoir assumer ce que tu as dit? Ça veut dire est-ce que c'est presque l'aspect égotique, l'ego qui vient te dire attends cocotte, pour qui tu te prends? Tu dis que tu ne veux plus de ça alors que tu l'as aimé, t'as aimé ce mode de vie, t'as aimé le camion, t'as aimé la relation avec ta sœur à travers cette expérience, tu t'es aimé à travers tout ça. Et d'un coup tu dis non à tout. Est-ce que c'est valable en fait? Est-ce que tu peux te permettre de faire ça? L'aspect financier vient là pour juste te faire vérifier d'une certaine manière si tu es bien ok avec tout ça. Après je sais plus exactement si tu en parles précisément, mais tu te rends compte en fait que c'est peut-être pas la vraie raison qui t'empêchait de dire stop. C'était certes une peur, mais c'était surtout la peur de te mesurer à toi-même et de venir mesurer quelque chose qui est proprement indicible, qui est donc la qualité de l'amour que tu utilises dans cette expérience, que tu utilises, qui te traverse. Et donc l'aspect financier est vraiment là pour te rappeler à l'ordre de ça, mais tout en te laissant la possibilité de pouvoir passer outre. Et c'est marrant parce que tu te dis à toi-même, tu ne peux pas faire autrement. Donc on voit vraiment que c'est toi qui mesures toi-même l'engagement et le désengagement, et qui te demande en fait comme tu disais au début, de faire preuve de. En tout cas, ça m'a vraiment intéressé, puisqu'au final tout ça
tout ça est profondément à l'extérieur de toi, parce que tu en parles comme une expérience, une expérience à l'extérieur de toi, c'est-à-dire le camion, ce mode de vie, la relation à ta sœur, la relation à tout ça, alors que tout se fait à l'intérieur, puisque à la fin tu résumes à un dialogue qui se passe entre toi et toi-même, où une partie de toi te dit tu ne peux pas faire autrement. Et pourtant, donc tu expliques que tu es parti voir un thérapeute qui t'a permis d'exprimer ça. Donc il y a quelque chose de l'ordre de viens ouvrir cette porte que je ne suis pas capable d'ouvrir seul, et si tu me permets d'ouvrir cette porte, c'est que tu reconnais que la qualité de mon amour n'est pas en jeu. Et le fait de convoquer quelqu'un à l'avant-scène de soi, c'est comme pour une fois de plus t'apporter la preuve que tu n'es pas détestable, que ça ne te fait pas de toi une mauvaise personne, de te désengager. Et donc du coup de récupérer ton autorité sur des choses que tu considères terminées. Donc c'est intéressant ce double mouvement. Alors est-ce que c'est spécifique à toi ? Non, j'ai l'impression que on réagit plus ou moins tous comme ça. Peut-être que dans ton cas, si je creuse un peu, est-ce que dans ton cas, tu as besoin que l'autre te valide ? Oui, apparemment, dans ton cas, c'est important. Ça veut dire que il arrive un moment, t'as beau avoir conscience de ta propre autorité, il y a un moment, c'est est-ce que je peux utiliser cette chose qui brille dans la boîte là, comme si c'était pas vraiment à toi. Et il y a ce moment où ça décroche de toi alors que c'est profondément à toi, et d'aller le faire observer par quelqu'un d'autre pour être sûr que cette chose qui brille dans la boîte, c'est bien toi. Donc c'est amusant ce mécanisme de validation. Peut-être que ce que ça dit aussi de toi, c'est que dans ce mode de vie, il y a quelque chose où tu vis. Peut-être que tu as cru que t'allais plonger dans une expérience très collective, et finalement il y a quelque chose qui t'a ramené à une expérience peut-être très pas du tout collective et très intérieure, alors que tu avais plutôt placé ça comme une expérience collective, comme une rencontre de soi à travers l'autre, alors que tu t'es rencontré juste toi en fait. Donc il y a vraiment peut-être cette déception qui est en fond, que je sens, que je perçois à travers ce que tu dis. Et peut-être que là, avec cette déception, il y a l'autorité qui vient se gonfler, comme si elle gonflait la poitrine, en disant je retrouve mon autorité, mais en même temps, là, je sais maintenant que je ne vais pas me perdre de vue. Et que je vais bien jauger, je vais bien peser dans là où je vais changer les choses, de ne jamais m'extraire de l'équation. Et donc du coup d'une certaine manière de ne pas te mentir. Et là il y a personne à juger ou à incriminer dans l'histoire, ni ta sœur, ni le mode de vie, ni le camion, c'est en fait juste toi-même, de ne pas t'oublier, de prendre cet engagement. Et donc quand on s'autorise le changement, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est vraiment intéressant là-dessus, qui mériterait d'être creusé davantage, c'est que s'autoriser le changement, il y a une part de nous qui dit je peux m'autoriser une fois que j'ai écarté la possibilité de me mentir. Et ça, c'est presque un truc qui travaille en toile de fond. Une fois que j'ai retiré cette possibilité de me mentir, en tout cas que j'ai fait front à ça, alors l'autorisation au changement est totale et presque irréversible. Et dans ton cas, on sent bien que c'est un peu irréversible. Ça veut dire que du moment que tu as fait le point de passage avec le thérapeute, et donc surtout ce retour essentiel à toi, il y a quelque chose qui est profondément irréversible, comme si ça attendait en latence de cette validation. Donc voilà, ça m'intéresse pas mal en fait, toute ton expérience et la manière dont le choix des mots, la manière dont tu t'en parles. On sent que c'est quand même assez tout ça est encore proche de toi. Mais il y a un point qui a été passé. Et du coup, moi, je vais finir là-dessus, sur ce moment, en fait, où quand on s'autorise un changement, même aussi petit qu'il soit, est toujours important. C'est un moment où on vient s'apporter la preuve que, pas en termes intelligibles, mais c'est plutôt tout en cuisine interne, que on est capable
que ça fait de nous quand même des bonnes personnes, et que s'autoriser le changement, c'est aussi synonyme de arrêter quelque chose pour commencer autre chose. Et donc, souvent, le plus dur dans le changement, c'est arrêter quelque chose pour commencer autre chose. Le risque aussi dans des modes changeants, c'est parfois de cumuler plusieurs choses. Je pense que le vrai changement s'opère qu'une fois qu'il y a vraiment quelque chose qui a été arrêté au préalable. Et donc, quelque part, le plus dur pour toi, et c'est pour ça que je pense que c'est un événement un peu historique dans ta vie, de t'être confronté à ça et de t'accepter de laisser mourir quelque chose, de laisser mourir peut-être aussi une partie de toi, la partie qui s'est menti, pour renaître à ta propre authenticité. Et tout ça en dehors des engagements et des injonctions extérieures. Et c'est pour ça que le mot de l'autorité me plaisait beaucoup. C'est retrouver son autorité, c'est plus à mettre dans la balance et à questionner. Quand on retrouve son autorité, il y a quelque chose qui dit c'est comme ça en fait. Il n'y a pas besoin de validation. Et plus on le travaille, plus on s'autorise plein de petits changements, plus on se rend compte qu'on peut opérer des centaines de milliers de petits changements quotidiens, journaliers, et pas que des gros, qui nous fait recontacter ce pouvoir en fait. Ce pouvoir qui dit que à chaque fois que tu l'utilises, tu n'es pas obligé de remettre en question tout ton être. Tu es juste en train de t'écouter et en train de répondre à des besoins, des petits besoins, des plus gros besoins. Peu importe, tu es juste en train de t'écouter et ça ne fait pas de toi un être soit profondément égoïste, soit profondément enfermé dans la pureté, qui sont les deux opposés en fait, qui peuvent bloquer ou distordre cette autorité à reposer sur soi. Donc voilà, pour terminer, ça c'est un peu ce que j'ai pu en dire, donc j'espère que ça a pu t'éclairer. Moi ça m'a permis d'explorer autrement, et c'est justement le but aussi du podcast. J'aurais pu apporter des idées, des expériences qui me sont propres, mais le fait de passer par le prisme extérieur de l'intime de quelqu'un d'autre permet d'ouvrir d'un coup en fait une réflexion personnelle et de pouvoir en faire une réflexion plus collective. Donc ça, forcément, c'est un mécanisme qui me plaît. Donc voilà, c'était le but de l'expérience, mais j'aimerais essayer de proposer un truc en plus, c'est que maintenant que tu t'es autorisé le changement, qu'est-ce que tu as ouvert chez toi finalement ? Quelle part de toi est prête à s'exprimer davantage ? Du coup, je vais prendre quelques secondes juste pour me remettre sur ce mouvement chez toi. C'est marrant, c'est très lié chez toi à la notion de je reprends le menu dans les mains. Il y a un truc très alors c'est très dans l'alimentation, donc du coup on peut considérer que symboliquement l'alimentation elle peut être à plusieurs niveaux, hein, que ça soit spirituel ou purement physique, mais c'est de reprendre la main sur le menu, comme si tu t'engages, tu vas payer quelque chose, tu vas payer un restaurant, tu vas payer quelqu'un et tu vas te payer quelque chose, autant que tu sois dans le pouvoir en fait de choisir le meilleur plat. Donc il y a un côté un peu comme ça, je pense que ça va sûrement te parler, mais de reprendre la main sur ce qui te nourrit. Voilà, pour résumer. Et reprendre la main sur ce qui te nourrit, ça peut passer par des choses tout à fait simples, comme si que pendant cette expérience, tu avais perdu la main sur des petits plaisirs où ta seule autorité peut ouvrir l'accès ou le fermer. Enfin, ta seule autorité peut l'ouvrir et qu'il est fermé par quelque chose d'autre à l'extérieur. Et donc, ce simple plaisir de réaccéder à ce qui te nourrit valide complètement l'autorité qui est posée et cette nouvelle autorité qui est posée de toi. Ça passe par ça, parce que souvent on se dit bon ok, je me suis autorisé à changer des choses, mais réellement
qu'est-ce que ça change en fait. Et pendant cette phase-là, parce que le changement parfois peut mettre du temps à s'opérer, entre le moment où on a pris la décision et au moment où le changement nous fait vivre des choses justement changées, il y a ce moment-là où en fait on peut se poser la question de manière très intellectuelle, très mentale, de qu'est-ce que ça change en fait. Peut-être que ce que ça change, c'est que tu décides maintenant que ce que tu te proposes en nourriture est beaucoup plus authentique et beaucoup plus en phase avec qui tu es. Et donc voilà. Donc c'est intéressant de voir pour moi d'essayer de mettre aussi cette couche supplémentaire. Et j'espère que ça pourra là aussi t'amuser et t'éclairer certaines zones chez toi, et peut-être t'amuser à voir comment justement ton rapport à la nourriture a pu changer entre les deux. Donc voilà, j'aimerais tenter pour ce premier épisode d'avoir un retour en fait de la personne. Donc là ça serait de Clémentine. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé le podcast avant la diffusion pour avoir un retour à chaud de sa part, et donc je vous le partage là, et je pense que je garderai cette formule. Donc à chaque fois le podcast sera envoyé à la personne qui s'est prêtée au jeu et qui a témoigné, et elle me fera un retour que j'inclurai dans le podcast. Donc je vous laisse avec le retour de Clémentine. Salut Christophe. Eh bien écoute, c'était très très pertinent, ça m'a énormément parlé. Le lien avec le mariage, ça m'a ramené à mon ex-compagnon. Alors il n'y a pas eu de mariage, mais c'est une relation qui a duré à peu près 4 ans et demi. Et je ne me suis jamais autorisée à la quitter, tout simplement, cette relation, alors que ça n'allait plus du tout. Et je ne me suis pas du tout autorisée à me dire de partir, ce n'était pas envisageable. Et ce n'est pas, c'est ça qui est très étrange pour moi, c'est que ce n'est pas parce que j'avais peur pour moi ou pour les finances, c'est vraiment parce que je pensais que c'était de l'amour, et je ne me suis pas vue, peu importe la souffrance, peu importe tout problème pour moi, l'important était de trouver une solution. Jamais l'important pour moi était de me demander si j'étais heureuse, si le couple devait continuer, ce n'était pas des questionnements qui venaient. C'est bien après, vu que c'est lui qui m'a quittée, et heureusement c'est lui qui a mis fin à la relation, parce que moi je pense que je ne l'aurais pas fait, c'est vraiment bien après que je me suis dit mais waouh quoi, heureusement qu'il m'a quittée, parce que moi je crois que c'était à la vie à la mort, ce genre de combat de samouraï comme tu dis, je serais allée très loin pour sauver notre couple en fait. Je réalise à quel point cette situation de camion, quand j'ai réalisé à quel point finalement je ne m'étais pas autorisée à quitter cet engagement, ça m'a ramené à mon couple et à ce côté un peu trop tard, ce côté un peu mince, j'ai loupé le coche, je me suis pas posé la question, et là d'un coup il y a tout le poids qui tombe sur tes épaules. Mais ça fait combien de temps en fait que ça va pas? Ça fait combien de temps que tu t'es pas autorisé à partir? La question ne se posait pas, comme quoi c'était vraiment très très profond pour moi, et donc tout ce que tu m'as dit c'est vraiment très pertinent. L'argent c'était tout à fait une excuse, hein, c'était pas du tout, c'était l'excuse que mon mental pouvait accepter, parce que voilà, ce lien en tout cas que tu as fait entre le mariage que j'ai pu ramener à mon ex-compagnon et à ma sœur me montre que j'ai encore beaucoup de chemin à faire dans le relationnel, pour ne serait-ce que m'autoriser c'est même pas m'autoriser, ne serait-ce que pour me prendre l'habitude de me poser la question de est-ce que ça va, est-ce que tu veux partir, est-ce que tu peux, parce que ce n'est pas naturel, et du coup je m'en rends compte bien trop tard que ça ne va plus. Donc voilà, merci pour cet audio hyper enrichissant. La relation à la nourriture, c'est exactement ça. Pour moi, quand tu m'as dit, c'est le point où j'assume derrière. La nourriture, pour moi, c'est l'endroit où je me fais jamais influencer, où je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce que j'ai envie de cuisiner, je sais ce que j'ai envie de manger. Et ce rapport à la nourriture qui est tellement sûr, il y a une véritable autorité intérieure dedans, et ça me fait prendre conscience que c'est de cette énergie dont je dois m'inspirer pour ensuite le relationnel. Voilà, merci pour tout Christophe. Merci Clémentine pour ta participation. Donc je vous remercie vous aussi pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour un autre podcast.